Bien, alors j'ai préparé ici un petit projet dans lequel j'ai mis pour l'instant des fermettes. Et l'objectif, hein, c'est de vous montrer comment modéliser ça et de bien voir ici, si je modifie ma toiture, que je passe à 45 degrés, ici, avoir des fermes qu'on puisse sélectionner. Et éventuellement, dans les propriétés d'occurrence, ce que je propose, c'est de pouvoir changer l'angle d'inclinaison, mais également des contreventements. Si je change ici dans les propriétés, pouvoir piloter chacun des éléments pour que ça puisse s'ajuster en fonction des valeurs que je souhaite. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe hein, pour des fermettes, puisqu'il y a plus d'angles à paramétrer que dans une ferme traditionnelle. Et puis, vous voyez bien que pour ce bâtiment, ce n'est pas du tout adapté, les fermettes. Donc, on va faire une ferme traditionnelle qu'on va pouvoir venir insérer dans le projet, vérifier que tout fonctionne correctement, que ça s'adapte bien en fonction de ce que je souhaite. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va créer une nouvelle famille ici, et on va bien sûr aller chercher un gabarit de famille de la catégorie ossature. Alors là, je vais prendre ossature métrique, ensemble et solive, qui est le gabarit le plus simple pour faire de l'ossature, puisque les fermes, on va les positionner avec l'outil poutre qui appelle des objets de la catégorie ossature. Voilà. Donc on arrive dans le gabarit. Alors, de manière générale, moi, l'objectif que je me fixe quand je fais des familles avec un peu d'expérience, c'est d'essayer de mettre le moins de contraintes possible. Pourquoi? Parce que plus on va faire de contraintes, plus on risque d'avoir des surcontraintes. Donc, je vais vous montrer comment essayer de modéliser cette ferme avec le moins de contraintes possible. Alors, je vais aller sur la vue. Déjà, je suis sur la vue en plan, donc je vais positionner comme toujours hein, mes plans de référence. Là, ça va être l'épaisseur de l'entrée que je vais pouvoir définir en plan. Et je vais pouvoir rendre ça paramétrique. Donc, je prépare ici, pour l'instant, on n'est pas sur les angles, mais il faut bien que je prépare un petit peu. Donc, j'appelle ça base entrée. OK, je laisse ça en type et je vais pouvoir mettre une valeur 220. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Et puis, en vue avant, ici, donc, je vais positionner mes plans de référence de chaque côté. Je vais mettre un petit plan ici pour mettre la distance en pied de ferme que je pourrais faire varier, qui correspondra grosso modo à l'appui de ma ferme, et puis mes entrées partiront d'ici, mes arbalétriers, pardon. Ce paramètre, je vais le mettre, allez, je l'appelle pied, et je vais le mettre en type. C'est important de bien le mettre en type si on veut obtenir ce qu'on souhaite, ensuite pouvoir positionner euh, cette ferme dans le projet, pouvoir verrouiller sa largeur sur des quadrillages ou sur des murs, de telle sorte que la ferme s'ajuste en largeur. Donc, c'est la largeur d'ici à ici qui sera adaptable. En occurrence, si je mets aussi ces deux valeurs en occurrence, je vais avoir un conflit. En fait, si je tire sur ma flèche de longueur, je risque de passer au-delà du pied et il me supprimera des géométries. Il ne pourra pas les faire. Donc, je vais fixer ça en type. Bien. Et ici, je vais mettre tout simplement un paramètre grand L que je mets en occurrence, pour pouvoir avoir une souplesse et pour pouvoir en plan venir aligner avec les petites flèches ces plans-là, là où je le souhaite par rapport au mur. Ceci étant dit, il faut quand même ici que je mette une petite contrainte d'égalité pour que j'ai l'équidistance de part et d'autre par rapport à l'axe de ma ferme. Voilà, sur ma vue avant. Bien, alors, on va rentrer dans le vif du sujet des angles. Je vais remonter ça, par exemple, un petit peu. Pas forcément une obligation, mais j'aime bien avoir quand même mes plans qui dépassent un peu partout pour toujours vérifier un peu que ce qu'on a fait est correct. Donc, si je mets 5000 ici, ça suit, et je vais pouvoir étendre un petit peu mon plan de référence ici, au-delà des petits plans, pour qu'il les recoupe bien, pour que je puisse retrouver ici une intersection entre ce plan et ce plan.
Alors, je suis en vue avant, hein, donc cette intersection, ça va être le pied de mon arbalétrier. Et il va falloir en fait que mon arbalétrier il puisse changer d'angle d'inclinaison. Donc, de manière assez simple, lorsque vous avez une inclinaison à faire et que c'est un problème de géométrie qui concerne un triangle rectangle. Donc là, c'est le cas. Hein. Je vais faire un triangle comme ça, qui sera bien un triangle rectangle, parce qu'ici, j'ai l'axe, le centre de ma ferme, qui sera bien vertical. Ici, le haut de mon entrée qui sera horizontal, et du coup, mon arbat qui fera un triangle. Donc, dans ce cas-là, il faut que je mette un élément de référence sur lequel je vais pouvoir contraindre l'esquisse de mon arbat, de mon extrusion, qui puisse pivoter et dont je puisse fixer le centre. Donc, dans un cas simple, où on est dans un triangle rectangle, le plus adapté, ça va être d'utiliser un plan de référence, ici. Puisque un plan de référence, c'est une... pardon, excusez-moi, j'ai dit un plan de référence, c'est exactement l'inverse, c'est une ligne de référence, pardon. Une ligne de référence, je vais utiliser, puisque une ligne de référence, en fait, c'est plutôt un segment, c'est-à-dire que j'ai des extrémités. Du coup, je vais pouvoir fixer l'extrémité ici, à cette intersection, puis je vais aller au-delà ici de mon axe central. Alors, quelque chose que j'aimerais vous montrer, que on ne sait pas forcément, quand je vais dans VV, que j'ai aussi dans les familles, hein, quand vous êtes dans catégorie d'annotation, on retrouve la catégorie cote, mais vous avez une sous-catégorie cote automatique de l'esquisse, qui n'est pas activée par défaut hein, dans les gabarits de famille. Donc je l'active pour voir ce que ça donne. Eh bien, je vois ici que j'ai des petites cotes bleues qui apparaissent, qui sont en fait des cotes automatiques que Revit me met, et qui sont, à partir du moment où j'ai commencé à rendre paramétrique ma famille, hein, sinon elles n'apparaissent pas encore, c'est vraiment pour les familles paramétriques où il faut générer des contraintes, puisque si je change un paramètre, il faut que quelque chose bouge et que d'autres choses ne bougent pas. Donc, c'est des cotes qui vont se mettre automatiquement entre éléments que je vais créer et les éléments de référence déjà créés. Donc, vous voyez ici, j'ai une cote entre mon plan de référence l'axe et avec l'extrémité de ma ligne de référence en verticale, en horizontale. Et ce qui est important ici, c'est ces deux petites cotes-là, en fait, qui viennent finalement forcer l'alignement entre l'extrémité de ma cote avec le plan horizontal et avec le plan vertical. Ces simples contraintes automatiques vont me permettre finalement de fixer l'angle de rotation. Alors, ça aussi, ça va me gêner. Voilà. Je n'ai pas envie que ces codes soient maintenus. Hein. Et Revit va maintenir ces codes tant qu'il n'y a pas quelque chose de plus contraignant qui viendrait les supprimer. Qu'est-ce qui peut être plus contraignant? Eh bien, tout simplement une cote que je me pose moi volontairement. Et là, du coup, ça va être une cote angulaire pour faire pivoter ma ligne de référence. Donc, je fais Tab ici pour de préférence aller chercher plutôt le plan de référence plutôt que le niveau de référence. Je mets une cote. Vous voyez que les cotes ici disparaissent. Oui, parce que ça, c'est plus fort que ça. Et si je fais tourner, les distances d'ici à ici et d'ici à ici vont changer. Donc, il les a supprimées. Par contre, il a maintenu celles-ci qui vont m'être utiles pour maintenir à cet endroit-là l'extrémité de ma ligne de référence. Alors, je pourrais le faire volontairement aussi. Moi, je me dis que tant que je n'ai pas besoin absolument de le faire, comme le Revit me le propose déjà en automatique, je ne vais pas le faire. Je mets un minimum de contraintes. Bien. Alors, pour rendre ça paramétrique, cet angle, maintenant, il faut absolument que j'associe, que je libelle ma cote d'angle avec un paramètre ici que je crée, que j'appelle A et que je mets en occurrence, pour offrir une souplesse à ma famille. Et puis, je vérifie que ça fonctionne. Si je change les inclinaisons, ça fonctionne bien. OK. Alors, donc je vais, comme toujours, hein, préparer toute la carcasse, on va dire, en quelque sorte. Donc, les lignes de référence, les plans de référence principaux qui vont déterminer les faces de mes extrusions. Donc, je vais continuer. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais remettre une ligne de référence. Ici, en venant bien chercher l'intersection de plans de référence existants. Hop, ici, j'ai bien mes petites cotes automatiques ici qui vont contraindre le centre de rotation, puisque cette extrémité va être fixe, et puis je vais rendre ça paramétrique aussi. Voilà. Puis je vérifie que tout ça fonctionne. Ça marche. Bien.
Alors, ensuite, je n'ai pas encore mis mes plans pour le bas de mon entrée. Donc là, je vais faire un plan de référence tout simple ici. On va dire que le plan d'insertion, qui est celui-ci, ce sera le haut de l'entrée. Bon, on pourrait faire autrement. Là, j'ai choisi de faire comme ça. Hop. Et j'appelle ça je libelle. Et j'appelle ça hauteur prêt, que je laisse en type. OK. Je peux mettre, par exemple, 220 de hauteur. Ça fonctionne, parfait. Alors, vous voyez que je ne crée pas tout de suite mes extrusions. Je vais attendre de créer toute ma carcasse et de vérifier que tous mes éléments de référence se comportent comme je le souhaite avant de venir créer mes extrusions. Qu'est-ce que je vais avoir aussi comme élément? Je vais avoir le poinçon ici, vertical. Donc, je vais créer deux plans de référence de part et d'autre de l'axe central. Pour être symétrique par rapport à l'axe central, je mets une cote d'égalité. Je vais coter la largeur du poinçon. Ici, je vais reprendre le même paramètre finalement que la base de l'entrée. On va avoir un paramètre différent. Là, je simplifie, ce sera la même épaisseur. Bien, ensuite, ce qu'il va falloir faire éventuellement, si mon poinçon dépasse, là-haut, j'aimerais pouvoir rendre paramétrique l'extension de mon poinçon par rapport au haut de mes arbalétriers. En général, c'est fait comme ça, et on a la panne fêtière qui vient poser sur le poinçon. Donc, il faudrait que je mette une hauteur qui dépende en fait finalement du point d'intersection de mes deux lignes de référence pour pouvoir rendre paramétrique le petit décalage et l'ajuster en fonction des hauteurs de mes pannes. Pour faire ça, ça ne va pas forcément être simple de le faire sans une petite formule. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer un plan de référence ici. Je pourrais éventuellement me dire que je peux mettre une cote ici et venir chercher l'intersection. Il la trouve, un Revit. Intersection avec les lignes de référence et le plan de référence qui est ici. Ça ne fonctionne pas. C'est une contrainte assez faible qui ne marchera pas lorsque je ferai varier mes angles. Donc, du coup, là, je suis obligé de faire une petite formule trigonométrique, tout simplement, pour venir dire que ce plan-là doit être aligné ici. Donc, je vais avoir ici une hauteur et une demi-largeur de ferme. Et du coup, dans ce triangle rectangle ici, je vais faire une formule. Donc, la tangente, c'est égal au côté opposé sur côté adjacent. Donc, mon côté opposé, ma hauteur, sera égal à la tangente de l'angle multiplié par la demi-largeur. Longueur, pardon, de ma ferme. Donc, je vais ici dans mes types de famille. Et alors, je vais d'abord créer le paramètre en faisant comme ça. Je mets H, par exemple, que je vais mettre, bien entendu, en occurrence, puisque cette hauteur va dépendre de l'angle qui lui-même est en occurrence. Donc, je peux faire des formules que entre paramètres d'occurrence ou que entre paramètres de type, sinon ça n'a pas de sens. Donc, je le mets bien en occurrence. OK. Et là, je vais créer ma formule. Donc, la hauteur est égale à tangente A multiplié par L sur 2. OK, et du coup, je vois bien mon plan qui vient s'ajuster. Je n'ai pas utilisé de code, je n'ai pas utilisé d'alignement, parce que ça ne fonctionne pas. J'ai utilisé tout simplement une formule pour qu'il fasse en sorte que le plan se déplace en même temps que mes extrémités bougent. Parce que je fais bouger les angles. On va vérifier si je mets 32. Et ça suit parfaitement. C'est une formule trigonométrique. Bien. Je vais avoir besoin aussi de mettre mes contrefiches ici. Donc, je vais me mettre un plan de référence ici qui va déterminer le bas de mes contrefiches, parce que je vais pouvoir faire varier éventuellement le niveau d'implantation de mes contrefiches sur mon poinçon. Et je vais éventuellement aussi pouvoir faire varier leur inclinaison. Alors là, le problème géométrique est un peu plus compliqué. Autant là, j'étais dans un triangle rectangle, autant là, ma contrefiche, si je fais varier l'angle de manière quelconque, je vais être dans des triangles quelconques. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser
une ligne de référence pour donner la direction de la contrefiche. Et c'est là où il faut vraiment suivre la bonne méthode. Il faut créer un nouveau plan de référence qui part d'une intersection de plans de référence existants. Donc ici, je vais partir de l'axe, l'intersection entre le plan que j'ai mis ici, qui sera le bas de mes contrefiches, alors effectivement à l'axe du poinçon, je fais mon plan de référence. Ici, vous voyez que comme je n'ai pas d'extrémité, il ne met pas de cote. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas fixe? Elle serait fixe, pourquoi l'extrémité de cette ligne-là, qui est un plan théoriquement infini, serait fixe? Eh bien, par miracle, c'est possible, puisque si vous partez bien au départ d'une intersection, vous allez voir qu'en mettant une cote ici, alors je vais au préalable rendre quand même paramétrique la hauteur de cette ligne pour pouvoir le tester, vous montrer que ça fonctionne. Donc ça, je vais l'appeler, je vais le mettre en occurrence aussi, et je vais appeler ça hauteur contrefiche. OK. Alors, je ne vais pas libeller tout de suite mon plan. Pourquoi? Dans le cas où on ait créé un plan de référence et où on veut que l'extrémité du plan de référence, tel que je le vois, que j'ai positionné à l'intersection d'autres plans de référence, soit bien fixe, il faut le créer en partant bien de l'intersection, mettre la cote et libeller absolument la cote avec un paramètre qu'on crée à cette occasion. Si vous avez déjà créé le paramètre et que vous venez libeller la cote avec un paramètre que vous allez chercher, ça ne fonctionne pas. Donc, comme je vais aussi mettre le même paramètre pour une contrefiche qui sera de l'autre côté, à droite, je vais d'abord créer ce plan identique et puis je vais aussi faire en sorte qu'il ait la même inclinaison au départ. Donc, je vais carrément faire une symétrie d'axe. OK. J'ai mon autre plan. Je vais aussi mettre une cote ici. Voilà. Et je vais pouvoir libeller ces deux cotes. Alors, ce que j'ai dit, hein, si je prends un paramètre existant, pouf, regardez, ça fout le bazar. Clairement. Donc, il faut prendre des cotes et venir créer le paramètre au moment où vous libellez. Donc, je l'appelle B et je le mets en occurrence. Alors, effectivement, ma cote d'angle fiche le camp ici, c'est pas très grave. Je peux la ramener ici. Et je vais tester que ça fonctionne bien. Donc, déjà, je vais mettre ça à 40, 45, etc. Alors, est-ce que c'est bien fixé à l'intersection? Ben, si je bouge ce plan, que je mets 500, hop, ça fonctionne. Alors, l'extrémité de mon plan ici n'est plus à l'intersection, mais regardez, si je prolonge, j'ai fixé en fait le centre de rotation à l'intersection entre mon plan horizontal et vertical. Il faut le savoir. Hein. Ici, hop, 530, voilà, ça fonctionne. Bien. Alors, dans le cas où vous utilisez des plans de référence, comme ça, quand vous avez commencé à utiliser des plans de référence, pour comme ça pouvoir finalement faire des extrusions qui ferment un triangle quelconque, je ne vais pas pouvoir, quand je vais créer mes extrusions, mettre les codes dans l'esquisse pour donner la largeur de mon élément. Il faut donc que je crée des plans de référence qui vont me donner la face supérieure. Ici. Alors, je me débrouille pour que ce soit parallèle dès le début. Normalement, il me met les petites... il me permet de le faire avec les codes temporaires. Et je vais pouvoir dire que ça, c'est égal. Alors, comme j'ai déjà un paramètre hauteur contrefiche, là, je vais l'appeler HT
notre fiche, qui lui sera en type. Je vais mettre une valeur de 100. Ça va être le haut de ma contrefiche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Plan de référence. Vous voyez ici, ça force hein, quand il trouve le même angle. Donc il faut bien être parallèle au départ pour pouvoir mettre la cote. Sinon, il ne vient pas mettre la cote. Et je vais pouvoir libeller, là pour le coup, avec le même paramètre. Et j'ai bien la même valeur. Voilà. Bien. Bon, bah, j'ai ma carcasse de ferme, pas tout à fait. J'ai pas mis le plan en haut pour mon extension ici du poinçon. J'avais bien mis mon plan qui se retrouve automatiquement à l'intersection de mes deux lignes de référence de mon arbat, de mes arbats. Voilà. Ça, je vais pouvoir le libeller. Comment? Je vais le mettre en occurrence aussi, puis je vais appeler ça extension, par exemple, poinçon. OK. Bien. Maintenant que j'ai fait toute ma carcasse, en quelque sorte, je veux vérifier que tout fonctionne bien. Si je passe ça à 40, j'ai bien tout ça qui vient avec. Et ça, est-ce que je peux le bouger aussi? 45, parfait, ça bouge également. Donc ça fonctionne. J'ai ma carcasse. Alors, je pourrais éventuellement venir mettre un plan de référence ici en dessous. Je n'ai pas besoin. Ça fonctionne lorsque je vais mettre directement la cote dans l'esquisse de mon extrusion. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mes extrusions en faisant choisir les lignes ici et dire automatiquement que je suis verrouillé. Alors, je choisis de préférence toujours mes éléments de référence. Tac. Ici, bah, ça va s'arrêter, mon arbat va s'arrêter le long du poinçon. Ici en bas, en haut de l'entrée. Et puis, pour tracer ma ligne directement parallèlement à cette ligne, j'ai plusieurs possibilités. Là, je peux faire choisir des lignes avec un décalage de 200, par exemple, au départ. Donc, ça me positionne ma ligne. Et ça, je vais le coter et le libeller. Alors, vous avez vu qu'il m'a mis des petites cotes automatiques de l'esquisse un peu partout, hein, aux extrémités. Donc, elles vont disparaître au fur et à mesure que je vais ajuster mon contour en utilisant la commande ajuster prolonger en angle. J'aime bien utiliser choisir des lignes parce qu'on a l'option pour verrouiller automatiquement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ici, vous voyez que à partir du moment où j'ai mis une cote ici, hein, j'ai plus de petites cotes bleues. Hein, sinon, j'ai les cotes bleues ici et si je ne mets pas ma cote, c'est ça qui va vouloir rendre fixe. Hein. OK. Donc, je fais ça et je libelle et j'appelle ça hauteur arba. Je vais le laisser en type. OK, puis je peux mettre une valeur un peu plus grande, par exemple 260. Ça va, a priori, ça fonctionne bien. Je valide et je regarde que ça marche correctement. Donc, ça suit bien mon inclinaison ici. Okay. Alors, j'aurais pu faire tout dans la même extrusion, l'arbat de l'autre côté aussi. Hein. Je refais modifier l'extrusion. Je vais tout faire dans la même extrusion. Donc, même technique. Je vais chercher plutôt les plans de référence. Alors là, il me dit que ça s'intersecte. C'est pas grave, je vais recouper. Hop. Ici, et puis je mets un décalage par rapport à cette ligne. Et je raccorde tout ça. Vous voyez que j'ai mes codes temporaires. Alors, les codes temporaires, pour que vous compreniez un peu le comportement des familles, hein, c'est en fonction des plans les plus proches, mais ça peut varier. Et ça peut même varier quand vous changez des valeurs d'autres paramètres, parce qu'un point va se rapprocher plutôt d'un autre plan de référence. C'est pour ça que des fois, on a des comportements un peu spécifiques qu'on ne comprend pas trop. C'est à cause de ces petites codes bleues. Bien. Donc, pour les enlever, je viens décider, moi, de me rendre l'épaisseur paramétrique hauteur de mon trait. Voilà, je valide et du coup, je reteste. Ça fonctionne, tout va bien.
50. Alors, bien sûr, il y a des valeurs limites qu'il ne faut pas entrer. On peut créer des formules pour les interdire. Par exemple, si je passe au-delà de 90 degrés, je risque de mettre le bazar parce qu'il ne saura plus forcément dans quel sens tourner pour les angles. Donc, il faut éviter de rentrer ces valeurs. C'est à l'utilisateur de faire attention. Si jamais il rentre une valeur qui lui dit que ça oblige à supprimer quelque chose dans la famille, il faut faire annuler et ne pas mettre cette valeur. Ou faire des formules pour interdire certaines valeurs, mettre des valeurs limites. Bien. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Il faut que je crée mon extrusion. Alors, par défaut, là, je suis dans le plan de construction centre avant-arrière. Je vais pouvoir venir changer ça après. Donc, je dessine sur le plan de construction plan arrière l'entrée que je cadenasse. Ici. Je valide. Alors, je peux aller déjà en plan, venir verrouiller ça sur les bons plans. Alors, plutôt que de tirer les poignées pour les amener sur les bons plans, ce que je préfère faire quand même, c'est d'avoir le bon plan de construction. Donc, je prends mon extrusion, modifier le plan de construction, choisir un plan. Je clique ici. Et là, j'ajuste pour le fond uniquement. Voilà. Pareil, modifier le plan de construction, choisir un plan. C'est celui-là. Et j'ajuste. Et je verrouille. Bien. Pendant que je suis là, je vais pouvoir créer des plans qui vont me donner l'épaisseur des contrefiches. Alors, je vais plutôt aller chercher le plan, pas les lignes. Je mets une petite égalité, paramètres, et je vais mettre un paramètre, allez, base, contrefiche. OK. Alors, pour varier le plaisir, si je veux directement mettre mon plan de construction au bon endroit, il faut que je nomme le plan de construction. Donc, je vais mettre avant contrefiche. Ici, du coup, quand je vais en vue avant, que je vais créer mes extrusions pour les contrefiches, je vais définir comme plan de construction que c'est l'avant des contrefiches. Ça m'évitera une manip. Bien, ensuite, je vais faire la même manip. Je vais toujours aller chercher mes plans de référence pour venir verrouiller mes contours. Et ici, il faut que je m'arrête là. Alors, ici, je n'ai pas de plan de référence, j'ai juste une face. Dans ce cas-là, ça me fonctionne. Ce n'est pas forcément très, très recommandé de faire ça. Mais dans ce cas-là, ça fonctionne. Quand on vient se verrouiller sur des faces plutôt que sur des plans de référence, c'est souvent des contraintes dans les skis qui sautent. Là, elle fonctionne, donc tant mieux. On verra que ça, si on a le temps, que ça ne fonctionnera pas avec une fermette, ce qui est plus complexe. Je peux faire les deux d'un coup. Alors, vous voyez qu'il m'a proposé de détacher l'élément. En fait, les lignes sont attachées. Ça crée des contraintes aussi, le fait que des lignes s'aboutent. OK, je valide. Et je vais aller en niveau de référence pour ajuster l'épaisseur. Vous voyez, je suis bien parti de mon plan de référence choisi précédemment. Et je verrouille. Et maintenant, il faut que je vérifie que tout ceci fonctionne. Si je fais varier ici l'inclinaison, et bien ça marche. Ici, je vais mettre 30. Ici, je vais descendre ça. 200. Voilà. Il me manque quand même mon poinçon. Créer, extrusion. Alors, définir, je ne vais pas retrouver le plan qui me convient parce que j'ai que centre avant-arrière là, qui peut être bien, je ne vais pas changer parce que je n'ai pas créé le plan
sur la face avant de l'entrée, sur laquelle je vais me caler. Bien, alors je vais partir des intersections de mes plans et venir jusqu'ici. Donc vous voyez, il me met bien en bleu les plans de référence. Donc c'est là-dessus que je vais me verrouiller, sur les plans de référence. C'est préférable. Je valide, je reteste ma famille. 45. Je peux faire varier ça, pourquoi pas aussi. 80, ça fonctionne. Je vais remonter mes contrôles-fiches à 150, ça fonctionne. Et je vais modifier l'angle. 40, ça fonctionne. Là-haut, ça devrait poser de soucis. Okay. Bien, bah, normalement, là, ma ferme est fonctionnelle. Hein. Ah, je regarde en 3D. Ce que je n'ai pas fait, c'est de venir ajuster toutes mes extrusions. Enfin non, c'est le poinçon, juste le poinçon qui ne va pas. Et je ne l'ai pas contraint en bon plan. Bon, je retourne sur ma vue avant. Oui, effectivement, modifier l'extrusion. Hop, c'est pas bon. J'aligne. Ah, je préfère systématiquement aller vers le plan de construction, donc les pointillés, pas les pointillés points qui sont le niveau de référence. Ok, je valide et je vais en plan. Donc pour modifier le plan de construction, choisir un plan, je dis que c'est ce plan et je verrouille. Ok. J'ai ma ferme et je vais pouvoir charger dans le projet fermé pour pouvoir la renommer. Je l'appelle ferme. Ferme, ferme démo. Enregistrer. Et je la charge dans mon projet. Et il faut bien entendu tester le comportement in situ en quelque sorte dans le projet. Donc, je vais la positionner en plan. Je vais supprimer, je pourrais les remplacer, mais elles ne sont pas tout à fait pareilles. Donc, je me mets au niveau toiture. Niveau 1, pardon. Hop, je changerai après. Architecture. Alors, c'est structure, hein. Poutre pour appeler ma commande, ma famille qui fait partie de la catégorie ossature. Je vais pouvoir la retourner, l'accès. Je ne mets pas de contrainte ici, maintenant que comme j'ai mis en l'occurrence la longueur ici, et je vais pouvoir tirer sur les petites poignées, verrouiller par exemple ici ou sur des quadrillages éventuels. Et ici, puis aligner ça sur mes quadrillages que j'avais positionnés ici. Ensuite, je vais en mettre une autre là. Alors, il faut que je refasse les contraintes quand même, il ne les a pas reproduites. Ok, il faut aussi que je contraigne sur l'axe. Alors, sur le quadrillage. Voilà. Ah, voilà. Bien. Donc, ce qui est intéressant en ayant d'avoir mis le. Alors, je les repositionne du coup au niveau toiture. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, elle se positionne dans le mur tel que j'ai paramétré le niveau et la ferme. Bien. Alors, déjà, ce qui est intéressant d'avoir mis en l'occurrence la longueur, c'est que si je me remets en ortho, pour vous montrer une petite nouveauté de 2022, si vous n'avez pas encore vu, regardez ici, je vois mes quadrillages en 3D. Donc, je vais pouvoir déplacer mon quadrillage. Mes murs sont verrouillés dessus, mes fermes sont verrouillées dessus, elles se sont ajustées en longueur, puisque c'est un paramètre d'occurrence, la longueur. Donc, il a une souplesse. Ça s'ajuste tout seul. Paramètre longueur, là, c'est bien ajusté. Alors, je n'ai pas testé dans l'autre sens. Si je passe par la ferme, c'est pas sûr que ça passe ou pas. Non.
Ça ne marche pas, il faut bien passer par les quadrillages, donc c'est parfait, parce que c'est vraiment la logique de Revit, c'est les quadrillages qui doivent piloter, hein, si on fait bien les contraintes. Bien. Alors, la visibilité des quadrillages en 3D, c'est une propriété de la vue 3D. Vous avez ici, dans les propriétés d'occurrence, maintenant, afficher les quadrillages, modifier. Par défaut, ce n'est pas forcément coché, vous cochez le niveau auquel vous voulez les positionner. Vous voyez, je me suis mis ici au niveau toiture, j'aurais pu les mettre au niveau rez-de-chaussée. Alors, je peux en choisir plusieurs, a priori. Voilà. Bien, ça peut être utile. Autre nouveauté, tiens, c'est ils ont permis, et enfin, j'en profite, quand vous êtes aligné, puisqu'il faut aligner les murs sur les quadrillages ou l'inverse pour mettre des contraintes. Maintenant, les options, alors c'est 2022.1. Vous pouvez verrouiller direct quand vous faites l'alignement. Donc, il n'y a plus besoin de cliquer sur le cadenas, il vous le met d'office. Vous êtes sur verrouiller, ce qui est plutôt pas mal. Et ça apparaît ici et ça n'apparaît plus dans la petite ligne ici, avec la 2022. Bien. Alors, revenons à mes fermes ici, je vais les tester. Donc, je sélectionne les deux pour qu'elles bougent ensemble. Je vais déjà tester la hauteur des contrefiches. Ici, elles sont à 25, donc je vais mettre 150. Hop, ça marche bien. Leur inclinaison maintenant. Donc, je vais remettre 45 degrés. Hop, ça fonctionne. Je vais mettre allez, 50. Hop, ça marche. Ensuite, ben, si jamais je change l'inclinaison de ma toiture, 30 degrés, hop, ben, ça ne suit pas. Hein, on peut pas mettre de paramètre global sur l'inclinaison d'une toiture. Je pourrais mettre un paramètre global pour l'inclinaison ici de mes arbas, de ma ferme. Là, je peux. Mais donc on ne peut pas lier avec le toit puisqu'on ne peut pas mettre un paramètre global sur l'inclinaison d'un toit. Donc, il faut que j'ajuste à la main. Voilà. Et ça suit. Ça s'est ajusté. Et si je remodifie la largeur de ma ferme, ça suit aussi. Voilà. Donc, tout s'ajuste en suivant cette méthode. Je vais redescendre la contrefiche. Et je vais refaire varier quand même, puisque c'est ça qui souvent saute, hein, qui ne sautera pas vu la méthode qu'on a suivie. Si je remets 25, par exemple, ça continue à suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai le petit paramètre là-haut. Je retrouverai les poignées en coupe. Poignée, parce que ça, c'est un paramètre d'occurrence. Je peux remonter ça, ajuster ça à ma ferme. Alors, attention, ici, dans ce cas-là, je n'ai pas pris les mêmes précautions qu'en pied de ferme. Hein. J'ai deux paramètres d'occurrence, trois paramètres d'occurrence qui se succèdent. Donc, si je descends ça trop bas, hop, je vais tout sauter parce que je suis en train de mettre l'extension sous le haut. Ici, du coup, ça, il ne faut pas le faire. Il faut faire attention à ça, pas mettre le bazar dans la ferme. Alors, je vais vérifier quand même paramètres de type la contrefiche, je vais mettre 15. Ok. Ah, je n'ai pas l'impression qu'elle fasse 15. Ah non, mais c'est la base que j'ai changée. Je change la hauteur aussi. J'ai mis un paramètre pour la hauteur. Hauteur à bas, hauteur en trait. Non. Hauteur contrefiche. Ah oui, je l'ai mis ici en l'occurrence. Ok. Je l'ai mis ici. Bah oui, j'avais les petites flèches, suis-je bête. Donc ça fonctionne. Alors, ici, là, si je commence à toucher à ça, je vais déplacer le plan de référence qui est ici. Celui-ci, j'aurais tendance à pas trop vouloir y toucher. Ça risque de faire sauter. Voilà. Donc, si je veux pas avoir ces petites flèches, parce que c'est peut-être un peu dangereux là, ouais,
Vous voyez ici, si je tire sur la petite flèche du bas, ça fait sauter parce que je suis en train de descendre ma ligne de référence, mon plan de référence, en fait, qui doit toujours venir à l'intersection ici. Donc, il ne faut pas que je tire sur cette flèche. Donc, je n'ai pas fait exprès de le mettre en occurrence, mais il faut bien ne pas mettre en occurrence la hauteur de la contrefiche pour ne pas avoir cette petite poignée qui risque de mettre le bazar. Ça, à la limite, on peut la laisser. On comprend qu'il ne faut pas descendre plus bas qu'ici. Ici, ce n'est pas évident. Il ne faille pas toucher à cette petite poignée. Donc, il vaut mieux aller dans Modifier la famille ici et retourner voir le paramètre donc hauteur contre fiche avec un T. Ouais, et bien en l'occurrence, je le modifie et je le rebascule en type. OK. OK. Chargé dans le projet est fermé. Oui. Oui, j'enregistre. J'écrase. Vous voyez, j'ai plus mes petites flèches. Je n'ai pas remplacé les valeurs, donc hauteur contre fiche. Je viens mettre en type 15 ici. OK. Voilà. Donc, à retenir, hein, quand on rentre dans une famille et qu'on veut rendre des choses paramétriques, enfin des angles paramétriques, lorsque c'est un problème simple de géométrie, finalement, juste un angle qu'on veut faire varier, mais mes extrusions ici, en fait, la direction du bas et du haut ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est juste ces directions-là. En règle générale, une ligne de référence, ça va amplement suffire et pas forcément besoin de venir mettre les contraintes au pied de la ligne de référence, ils me les mettent tout seul. Alors, dans certains cas, elle peut éventuellement sauter. Donc, si elle saute, comment il faut faire? Il faut les mettre vraiment automatiquement. Alignées, ça ne marche pas forcément. Si je mets ici une ligne de référence quelconque, alors vous voyez qu'il me met des contraintes dans tous les sens. Hein. Il faut éviter de faire traîner des choses comme ça. C'est pour l'exemple. Ici, si je viens placer les plans de référence, ici, je peux faire aligner ici, aller chercher l'extrémité des deux côtés. Pardon, donc les extrémités. Donc ici, aligner ici cette extrémité. Tac, il me l'aligne comme ça et j'ai un cadenas, puisque hop, j'ai la commande verrouillée maintenant à l'alignement. Automatiquement, il l'a verrouillé. Si je viens aligner ici cette extrémité, ça ne marche pas forcément. Du coup, il faudrait la remonter. Et comme c'est déjà aligné, je peux faire l'alignement. Alors, de l'extrémité ici. Ça saute souvent. Donc, il vaut mieux éviter de faire comme ça. En plus, ce n'est pas très pratique. Soit on compte sur les codes temporaires quand j'en ai et qui conviennent, soit il faut forcer en disant je mets une code dans ce sens-là, entre l'extrémité de ma ligne et ce plan, et une code dans ce sens-là. Ensuite, je sélectionne ma ligne pour pouvoir la déplacer avec les codes. Je mets 0. Et ici, je mets 0. Et ces valeurs, je les cadenasse. Là, vous avez fixé efficacement le centre de rotation de votre ligne de référence à l'intersection des plans. Et là, normalement, hein, si vous rendez ça paramétrique, vous voyez, il supprime les codes temporaires, enfin les codes d'esquisse automatiques. Et là, vous pouvez rendre cette ligne paramétrique et ça va pouvoir bouger correctement. Quand vous êtes dans des familles 2D, où vous faites des lignes symboliques, on retrouve aussi, on peut directement coter les lignes. Par contre, c'est là où il faut absolument bien regarder les codes temporaires qui me mettent. Parce que souvent, c'est elle qui gère le comportement tant que je n'ai pas mis des contraintes partout, ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Bien. Autre chose qu'on a vu, du coup, si je ne veux pas utiliser une ligne de référence, parce que mon problème est plus complexe, le problème est plus complexe ici parce que
Si je fais tourner ma contrefiche, en fait, qu'est-ce qui va varier? À la fois la direction de cette ligne et la direction de cette ligne. Donc, ça devient plus complexe. On n'est plus dans un triangle rectangle. C'est un problème de géométrie plus complexe. Donc, il faut passer plutôt par des plans de référence. Et là, il faut être très rigoureux sur leur mise en place. C'est-à-dire qu'il faut créer un plan de référence en partant de l'intersection qui m'intéresse. Si j'en veux deux qui sont libellés de la même manière, il faut que je les crée tous les deux, puisque je vous rappelle qu'il faut venir mettre la cote et libeller avec un paramètre que je crée à l'occasion. Si je ne l'ai pas créé à l'occasion, elle fait des trucs bizarres, il fait sauter la contrainte, puisque en fait, il reprend la valeur éventuellement qui est dans le paramètre, et encore, là, non, c'était 45 degrés, vous avez vu, donc ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument créer le paramètre à l'occasion, je l'appelle Z ici, et là, hop, ça fonctionne. Et voilà. Alors là, si je le fais bouger de manière non paramétrique, vous voyez, hop, ça ne fonctionne plus. Donc, il ne faut plus toucher à ce plan. Il faut que ce plan il bouge uniquement par rapport à une autre référence. Il faut bien avoir fait tous ces plans au préalable. Je ne l'ai pas fait droit. Et les plans qui doivent bouger, ils ne doivent bouger que parce que vous les libellez. Enfin, vous créez des contraintes via des codes libellés. Si je mets 222, je verrouille ça. Je mets 300. Ici, on a bien le centre de la rotation qui est maintenu. Voilà. Alors, vous avez vu ici, j'ai verrouillé ce plan pour que ce soit lui qui bouge. Voilà. Bien, il reste 10 minutes. Je peux vous montrer. Alors, soit je me mets la conversation. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je garde un œil dessus. Je peux ouvrir la famille de fermettes pour voir, pour vous montrer comment je l'ai faite, parce que c'est un peu plus complexe. Je vais changer ça, je vais aller chercher. Forcément, les origines ne sont pas les mêmes, donc ça a tout sauté, mais c'est juste pour y avoir accès facilement. Modifier la famille. Bon, je ne vois pas trop apparaître de questions, donc je remonte la fermette. Ici, je vais isoler. Alors, je vais me mettre en vue avant plutôt. Je vais isoler. Ça me gêne. Filtre d'abord. Je vais garder que les lignes de référence, les plans de référence, cote automatique et les cotes. Je vais isoler. Bien, donc pour les arbas, c'est le même principe. Par contre, pour les éléments de contreventement, la triangulation, j'ai été obligé, donc j'ai réfléchi à ce qui était fixe et à mes triangles rectangles d'abord. Donc là, j'ai un triangle rectangle de part et d'autre. Donc là, c'est simple. Je peux faire des lignes de référence que je verrouille là-haut. Pour positionner ce plan, c'était le même principe. J'ai fait une formule de trio. J'ai mis l'angle ici.
Ensuite, pour pouvoir déterminer finalement d'où repart cette triangulation-là, ben, je ne peux pas repartir à l'intersection de ma ligne, verrouiller l'extrémité de ma ligne. Ici, sur le plan, on pourrait croire que ça marche, mais c'est une des choses qui saute très rapidement dès qu'on fait varier. Donc, j'ai fait une formule de trigo, la même que précédemment. Je suis dans un triangle rectangle. Donc, je peux positionner ici ce plan-là en mettant la ligne, cette longueur-là, avec une formule qui dépend de la hauteur et de l'angle. Positionner ce plan. J'ai fait un décalage de plan pour gérer en fait comment vont tomber les contreventements les uns sur les autres. J'aurais pu me fixer ici. Et ensuite, j'ai positionné ces plans-là, comme je ne suis plus dans un triangle rectangle, donc j'ai mis des plans de référence que j'ai cotés. Même principe que pour la contrefiche, en fait. Voilà. Et si je remonte mes extrusions, par contre, ce qui ne fonctionnait pas, vous voyez ici, modifier l'extrusion. Donc, je me suis verrouillé comme ça. Ce que j'ai eu du mal à faire, c'était de verrouiller cette ligne-là. Ça a fonctionné très simplement dans la famille précédente. Là, ça marche moins bien. Donc, je suis venu dire, bah, finalement, cette ligne, elle doit faire le même angle que mon arbat. Donc, j'ai mis la même cote. Et ici, j'ai mis une cote à 0 que j'ai verrouillée. Ce qui est parfois préférable à faire un alignement. Si ça saute, vous pouvez faire ça. Donc là, j'ai plutôt utilisé le principe de dire, bah, en fait, il faut que pour pouvoir maintenir cette cote à 0, il faut maintenir le parallélisme. Pour maintenir le parallélisme, j'ai mis une cote d'angle qui fait que je suis toujours parallèle entre cette ligne d'esquisse et ce plan de référence-là. Puisqu'en me verrouillant directement à l'alignement sur le plan de référence, ça ne fonctionnait pas, ça sautait. Donc là, il faut utiliser de stratagèmes pour être moins directement lié à la position de la ligne. Et vous voyez que ici, comme j'avais créé mon petit décalage ici, en fait, simplifier l'extrusion de telle sorte que le pied de ma triangulation ici vienne à l'horizontale. Venir la contraindre ici, trop compliqué, ça aurait sauté. Donc je me suis mis à l'horizontale. Par contre, suivant mes angles, bah, j'ai potentiellement un petit bout qui dépasse. Donc je suis venu créer un vide ici, finalement, en m'appuyant sur ces lignes-là et ces lignes-là. Et ce vide vient évider cet élément et cet élément. Et j'ai fait la même chose en haut pour évider finalement la partie qui est commune entre mes triangulations basses, enfin principales, là, et mes arbats. Alors, j'aurais pu sinon aussi attacher la géométrie. Ça fonctionne, sauf que lorsque vous attachez la géométrie, si vous avez les mêmes matériaux partout, il vous supprime les joints éventuels, si c'est la même largeur partout. Donc, j'ai préféré garder mes joints. Et du coup, en tout cas pour là-haut, parce qu'ici, de toute façon, j'étais obligé d'utiliser un vide pour enlever le petit bout ici. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous n'étiez pas au courant, dans 2022, pour les vides d'extrusion, vous avez un nouveau paramètre qui peut être utile. Là, je vais me mettre en vue avant, par exemple. Je vais créer alors, une extrusion. Ici, peu importe, je la fais comme ça. Alors, elle est solide au départ. Alors, ça pourrait servir pour faire des demi-fermes, etc. Je transforme ça en vide. Et je vais pouvoir maintenant dire coupe la géométrie ou pas. C'est une propriété d'occurrence des vides. Donc, par défaut, ça coupe la géométrie. Si je l'active, si je fais couper, je vais couper ça avec ça. Donc, j'ai un trou ici. Mais si je désactive couper la géométrie et que je coupe, je vais pouvoir en fait rendre optionnel le fait que ça coupe ou pas. Donc, ça peut être utile pour faire des réservations optionnelles, pour tronquer des éléments, en rendant bien sûr le vide paramétrique.
Et du coup, alors pour pouvoir piloter ça au niveau des propriétés de la famille, bien sûr, il faut que je pilote couple la géométrie ici via un paramètre de la famille. Je l'associe à un paramètre de la famille, je l'appelle test. Si je fais OK, et du coup, si je vais dans mes propriétés de type, maintenant, je vais pouvoir l'activer ou le désactiver. Alors, à mon grand dame, malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les hôtes. C'est-à-dire, si pour une fenêtre, par exemple, l'hôte de la fenêtre, c'est un mur. Donc, on a le mur dans le gabarit de famille. Hein. Ben, ça ne marche pas de dire, par exemple, je ferai un vide pour une réservation de volet roulant. Et si je coche, si j'active mon volet roulant, le vide s'active. Si je désactive la visibilité de mon volet roulant, le vide se désactive. Ça ne marche pas dans les autres. Voilà. C'était la petite astuce de fin de webinaire. Bon, on n'a pas vu toutes les possibilités pour faire des angles. Je pense que c'est les principales. On n'a pas vu tous les cas de figure. Donc, il faut à chaque cas de figure bien tester, bien essayer de comprendre la complexité de votre problème. Si c'est un problème simple dans un triangle rectangle, plutôt des lignes de référence. Si c'est plus complexe, utilisez plutôt des plans de référence, mais en soyant très rigoureux au moment où vous positionnez vos plans pour pouvoir contraindre l'extrémité de votre plan et pensez bien à libeller la cote avec un paramètre que vous créez à l'occasion. Voilà, bon, ben, j'espère que vous réussirez à reproduire tout ça. J'espère que ça a servi aux autres et puis je vais mettre fin du coup au webinaire et n'hésitez pas également à nous transmettre des suggestions par rapport à ce que vous souhaiteriez voir dans des prochains webinaires. Donc, pour ma part, plutôt sur le thème de l'architecture. Voilà, bon, les fermes, c'est une demande récurrente des archis. C'est pour ça que je m'y suis penché et que je vous ai montré ça. Voilà, mais peut-être à bientôt. Bonne fin de journée. Je vais mettre fin à ce webinaire. Au revoir.